Je suis Gina Nzengue et vous écoutez Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Aujourd'hui, j'ai envie de vous conter une histoire, celle d'une radio qui ne s'est jamais contentée de suivre la tendance, mais qui l'a créée. L'histoire d'Urban FM. Plus qu'une fréquence, c'est un état d'esprit. Une voix libre qui résonne depuis 14 ans au Gabon. Une radio née d'une vision portée par un homme qui a osé, Da Freshman. Il n'a pas seulement lancé une station, il a imposé un style, donné un espace d'expression à une génération en quête de repères. Mais aujourd'hui, alors que les podcasts explosent, que le streaming redéfinit les usages et que l'algorithme dicte ce que nous consommons, il est important de se demander quelle est la place réservée à la radio et surtout la place réservée à une radio urbaine comme Urban FM. Faut-il s'adapter ou disparaître ? Jouer le jeu du digital ou défendre la FM? Dans cet épisode de Conversation avec, je vous invite à une rencontre avec un pionnier, un visionnaire qui continue de réinventer la radio dans un monde en perpétuelle mutation. Cet épisode est à retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Freshman, en 14 ans, Urban FM a marqué l'histoire médiatique du Gabon. Si tu devais la lancer aujourd'hui, est-ce que tu ferais les choses différemment? Si oui, lesquelles? Non, si on devait lancer Urban FM aujourd'hui, on devait refaire pareil. Tout pareil? Oui, tout pareil. Sans changement? Non, sans changement. Peut-être améliorer quelques trucs, penser à un système de connexion un peu plus, digital. Voilà, un système bien plus digital que celui qu'on a commencé, parce qu'on a commencé en analogique et aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut faire une transition en numérique parce que le matériel, les techniques ont évolué. Aujourd'hui, on a des micros en USB, on avait des micros en XLR. Les plateformes ont changé, la façon de traiter le signal sur les plateformes a longuement évolué. On est obligé de passer par des conversions, alors que si on avait compris la transition plus tôt, on serait passé directement à un système beaucoup plus digital, numérique qui nous aurait empêché de faire une transition. Parce que là, il faut quitter de l'analogique au numérique. Donc, il faut changer le matos. Oui, c'est plus d'investissement. Et puis, on aurait été pionnier sur... quand on a lancé Urban FM, on s'est vite rendu compte que les plateformes numériques, c'était l'avenir. Donc, on n'a pas tardé. On n'a pas tardé à se mettre sur les plateformes. On était la première radio à avoir un site internet, une application. Donc, on avait vite compris le défi du numérique. Mais faute de moyens, on ne peut pas être à 100% sur le numérique parce que le numérique demande beaucoup plus. Oui, on va y arriver et c'est bien que tu le dises. Tu dis que Urban FM est pionnière d'une certaine manière et Urban FM l'a toujours revendiqué. En fait, une radio qui a toujours misé sur la culture urbaine. Alors, dans un monde où aujourd'hui YouTube et surtout les plateformes de streaming dominent, comment est-ce qu'Urban FM arrive à rester incontournable? Parce qu'on a suivi le mouvement. On n'est pas resté en marge de ce qui se faisait. Voilà pourquoi on est resté incontournable. Qu'est-ce que tu entends par suivre le mouvement? Quand nous lançons la radio en 2008, parce qu'on commence à travailler sur la radio en 2008, et plus tard elle est lancée en 2010, on comprend déjà que le digital, c'est l'avenir. Parce qu'avant de lancer la radio... À cette époque, on a quelle plateforme? À cette époque, on a toutes les plateformes. On a déjà YouTube qui existe, on a i5 qui existe, on a déjà le streaming qui existe. SoundCloud, c'est SoundCloud, SoundCloud existe depuis, mais on ne travaillait pas avec SoundCloud. On travaillait directement avec les plateformes qui offraient les sites internet. Parce que il faut vous rendre compte que créer des émissions, les podcasts, quand on dit aujourd'hui les podcasts, nous on avait commencé ça en 2008. Podcast, c'est quoi? Prendre une émission et puis la mettre sur internet. C'est ça un podcast. Mais en langage traditionnel, on appelle ça un PAD, donc un prêt à diffuser. Si tu diffuses sur la radio, c'est un PAD, mais si tu le diffuses sur une plateforme digitale, c'est un podcast. Donc, on avait le podcast qui s'appelait Traumatics, qui était logé sur le site internet LBV Groove. Donc, quand on a lancé Urban FM, on comprend déjà que le digital est important. Et on ne peut pas faire sans le digital. Parce que déjà, Radio Campus, on avait compris l'importance du digital. La façon de travailler, la façon de participer aux émissions, la façon de distribuer. Parce que le digital donne l'avantage de distribuer l'émission et de savoir combien de personnes ont reçu les statistiques dans la distribution. Voilà, donc on a des statistiques en temps réel.
ce que peut-être la radio traditionnelle n'a pas. La FM n'offre pas, clairement. Mais Donc, on a ajouté des éléments à la FM pour pouvoir mesurer le nombre de personnes qui écoutent la radio. Donc, ils ont digitalisé la radio et puis ils ont utilisé des systèmes comme les RDS qui te permettent, quand c'est vraiment la pointe de technologie, d'avoir un nombre exact de personnes qui reçoivent le signal. 14 ans plus tard, aujourd'hui, si on te demande de définir Urban FM pour toi, Urban FM, c'est quoi? Est-ce que c'est une radio d'opinion, de divertissement ou c'est un média de proximité? Ça, c'est un sujet que j'ai eu hier avec Edgar Yonke. À la base, on a créé Urban FM parce qu'on voulait faire une radio urbaine. C'est une radio urbaine qui ne diffuse que de la musique urbaine. Mais on s'est vite rendu compte que la concurrence n'avait pas suivi et qu'on avait étouffé, englobé tout le système radiophonique à cause de notre style de travail et la qualité des contenus qu'on diffusait. Oui. Donc, et même les gens qui ne faisaient pas de la musique urbaine se sont sentis lésés parce que de l'autre côté, il n'y avait pas quelque chose qui suivait. Donc, on a commencé à accepter, pas de diffuser, mais de recevoir des artistes qui ne faisaient pas de la musique urbaine parce qu'ils n'avaient pas d'autres plateformes. Les autres plateformes n'étaient pas efficaces. Il faut comprendre qu'au Gabon, les radios se sont créées, soit elles sont des radios de l'État, soit elles sont les radios politiques. Soit elles sont religieuses. Pas politiques, mais créées par un homme politique, soit elles sont religieuses. Donc, quand vous arrivez sur un terrain où vous créez quelque chose d'urbain qui met en valeur les cultures urbaines, les activités de jeunesse, donc c'est clair que tout le monde vient se regrouper dedans. Si vous avez une association de jeunesse qui fait de la politique et qui veut s'adresser aux autres jeunes sur la radio, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas refuser, puisque ce sont des jeunes, la cible, ce sont les jeunes. Donc, vous êtes obligé de faire avec. Donc, à la base, c'est une radio urbaine. Mais vu le contexte, on a dû s'adapter à la demande. On ne pouvait pas tout rejeter pendant longtemps. Donc désormais, Urban FM, c'est une radio de proximité. Pas de proximité, c'est une radio urbaine. Étant donné que toutes ces activités évoluent dans le milieu urbain, on est obligé de s'aligner sur ce modèle. C'est ça, en fait. On ne peut pas rester en marge de ce qui se fait dans le monde urbain. Partout, la radio a longtemps été le média du direct. Les émissions se font en direct. Bon, certaines sont enregistrées, mais la radio est connue pour être le média du direct. Mais avec le podcast et surtout le replay qui gagne désormais le monde et surtout ce besoin d'instantanéité, est-ce que le besoin d'instantanéité que les gens avaient avant est toujours aussi fort maintenant avec les réseaux sociaux? Mais la radio était le média du direct, mais la radio aussi a inventé la rediffusion. C'est important, ça, il faut comprendre ça. Avant la télé, c'est la radio qui a inventé la rediffusion. Quand vous écoutez, la radio, c'est... Mais les gens aujourd'hui, ils veulent de l'instant. Ils veulent en ce moment, il y a un accident au PK11, on fait direct, le direct et tout ça, on regarde, on est 6000 à regarder ça, ce genre de choses. C'est ça qu'ils recherchent. Est-ce que alors le direct de la radio est toujours aussi fort qu'avant, quand on sait que le direct de la radio ne se fait pas comme un direct sur les réseaux sociaux? Le direct de la radio est toujours aussi fort. La radio, c'est un média qui ne peut pas disparaître. J'arrivais même pas à cette question. question. Parce que le principe de la radio, c'est de diffuser un signal sonore. Il faut comprendre que la radio a deux éléments constitutifs. La radio est constituée d'abord par la guerre. Donc, quand les Anglais découvrent le radar, je ne sais pas si c'est la Première ou la Seconde Guerre mondiale, et puis, quand la BBC émet le premier signal radio, qui est d'ailleurs interprété dans le film Le Discours d'un roi. C'est la première fois qu'on a utilisé la radio dans le monde. Mais c'était une technologie qu'ils utilisaient déjà depuis la guerre. Donc le signal est instantané. Capter un objet dans l'espace et avoir l'information en temps réel. C'est ça le truc du radar. Il capte un objet dans l'espace et il te dit, bon, l'objet qui est là, c'est un avion militaire, il a cette taille, il a cette taille, voilà. Donc le système de la radio, c'est diffuser un signal d'un point à un autre. C'est ça, la radio. C'est un signal. Sauf que le signal ici, il est sonore. Donc, peu importe les années, il reste toujours aussi fort. Il reste toujours aussi fort parce qu'il n'utilise pas la totalité de votre attention. Comme la télé, tu ne peux pas regarder Internet, tu ne peux pas regarder un contenu sur TikTok sans avoir le téléphone en face de toi ou l'écran en face de toi. Alors qu'aujourd'hui, tu peux écouter un podcast de 3 heures de temps sans forcément avoir les yeux dessus. Tu fais le ménage, tu fais ton sport. Et c'est là où le podcast a copié la radio. D'accord. Parce que si tu prends par exemple des podcasts qui durent comme les Thinkerview, tu peux laisser tourner ça et faire le ménage. Et pourtant, c'est sur YouTube. Mais c'est une technique qu'ils ont pris à la radio. À la radio, tu as écouté les gens parler sans pourtant les regarder, sans pourtant les voir. Donc aujourd'hui,
Le podcast, au contraire, va donner encore plus de force à la radio parce que les diffuseurs de radio vont prendre des contenus comme les podcasts qu'ils vont mettre sur leur plateforme pour que les gens, par exemple, une personne qui fait 200 km par jour pour aller au travail, donc 50 le matin, 50 le retour, et le soir, quand il tombe dans les embouteillages, s'il a sa radio dans la voiture, il peut écouter un podcast au calme, sans perturber sa circulation. Et c'est la mutation là c'est ce que tu dis qui m'emmène du coup à ma seconde question sur la mutation. Donc toi, tu penses que les médias vont évoluer en intégrant le numérique, enfin des contenus comme des podcasts, des lives et ainsi de suite à leur La radio va grille évoluer en intégrant tous les contenus qui sont digitaux, sonores. Oui, sonores. Tous les contenus qui sont sonores. La radio va évoluer avec. Tant qu'il y aura du son dans votre contenu, la radio pourra utiliser ce son pour diffuser. Tout dépend de la pertinence et de la qualité et la crédibilité du contenu. Tu dis, la radio ne mourra jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, on observe bien qu'il y a une crise mondiale des médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision. Bon, la radio, ça, tu viens de l'expliquer, c'est réglé. Mais la télévision aujourd'hui est j'ai envie de dire, mise sous pression par les créateurs de contenu. Oui. Et on ne parle même pas de la presse écrite qui, mais elle... la télévision, elle a disparu. Sur ce plan, il n'y a plus de débat. La technique qu'on appelle la télévision, c'est-à-dire la télévision a deux paramètres. Dans la télévision, il y a la diffusion du signal audio-vidéo d'un point X à un point Y. C'est-à-dire, il y a un match de football au stade d'Angonje. Il faut diffuser ça pour que les gens puissent suivre ça dans leur ménage. On va utiliser une technique qu'on appelle la télédiffusion. Normalement, on appelle ça la radio. Si vous voyez les Canadiens, ils appellent leur télé Radio-Canada. Normalement, ça, c'est ce qu'on appelle de la radio, c'est-à-dire diffuser un signal d'un point X à un point Y. Ça, c'est la radio. Maintenant, quand dans cette technologie, ils ont utilisé la vidéo, on a dit la télédiffusion. Donc, le principe technique qui veut qu'on diffuse un signal vidéo d'un point Y à un point X est déjà réglé par le digital. Donc le broadcast, je vous dis dans 10-15 ans, les émetteurs télé, ils ne vont plus exister. On n'en aura plus. Parce qu'avec tous les systèmes qui sont nés, Netflix, Prime Video, Apple et ainsi de suite. Et les grandes sociétés de... La télé à la demande. Les grandes sociétés de distribution Internet sont en train de voir la rapidité de la télé, de la diffusion du signal vidéo. Et tu sais pourquoi ça arrange aujourd'hui les grands diffuseurs? Parce qu'avec Internet, on peut maîtriser le direct. La latence qui existe dans la diffusion en Internet permet d'enlever les couacs qu'on n'arrivait pas à enlever quand on faisait du direct télévisé. Dès qu'il y avait une erreur, par exemple au Super Bowl, quand on a vu le téton de Janet Jackson, ça, avec la diffusion Internet et la latence que les techniciens savent que ça arrive, ça ne peut plus arriver. Parce que le signal n'est plus en direct, mais il est en léger différé. Ça veut dire que quand le signal arrive chez nous, il est parti, pas à la seconde près, mais il est peut-être parti il y a 2 ou 3 secondes, ce qui permet aux diffuseurs de pouvoir enlever les couacs parce qu'ils ont du matériel adapté pour ça. Aujourd'hui, ce qui compte pour la télé, ce qui va sauver la télé, parce que ne voyez pas la télé comme l'écran qui est posé à la maison. Ça, c'est plus la télé, ça, c'est un écran. Ce qui va sauver la télé, c'est la qualité des produits, des contenus. La qualité des contenus, des produits. Parce que quand vous avez une chaîne de télé, vous avez le BF, donc la diffusion, et vous avez la production. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les grosses chaînes de télé ont à côté des sociétés ont des sociétés de production qui produisent le contenu et qui le vendent à la télé, qui diffusent le contenu. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Aujourd'hui, tout le monde peut produire son contenu et le diffuser via Internet. Et puis, chacun va choisir. Vous voyez, par exemple, YouTube. Aujourd'hui, on regarde des grandes compétitions, les Grammy sur YouTube, le Super Bowl Netflix sur YouTube. Des combats de boxe en voilà, direct. Netflix commence à faire du streaming. Imaginez que Netflix achète les droits de la Champions League.
Parlons un peu sur la même lancée, une information qu'on publierait sur Twitter ou sur TikTok peut devenir virale en quelques minutes, à peine. Est-ce que tu dirais que est-ce que tu dirais que c'est du journalisme encore que l'on fait aujourd'hui, ou le monde va être lancé désormais dans une sorte de bataille de visibilité? Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce sont les gens les plus riches du monde ont acheté les médias. Et avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump dans son second mandat, il y a des choses qui sont en train d'éclater, les théories complotistes. On ne sait plus où poser la tête. Mais il y a une chose est sûre, c'est que l'information devra toujours être traitée par des professionnels de la communication. Parce que l'information, ce n'est pas seulement la prendre et puis la diffuser. Il faut savoir la traiter. Il y a des informations qui choquent. Il y a des informations qui peuvent créer des bouleversements. Est-ce qu'il faut informer pour informer, ou bien il faut informer pour que la société reste cohérente et vive en harmonie? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voit une situation, il prend son téléphone, il met play, il fait un direct et puis il dit ce qu'il pense. Oui, il peut faire ça. Mais quand on a des journalistes sérieux, une information peut arriver à 9h. Et puis, elle fait un tabac. Oui, mais à 9h10, il faut que les journalistes la récupèrent, la décortiquent. La vérifie. Vous êtes dans votre voiture, vous filmez un accident qui se passe à Wenche. Ok, tout le monde sait qu'il y a un accident qui s'est passé à Wenche. Mais est-ce qu'on a les détails? Vous savez qui a fait l'accident? La marque de la voiture? C'est une voiture de société ou bien c'était un privé? Dans quelles conditions? Voilà, et ça, c'est les journalistes professionnels qui reprennent ça, qui traitent l'information au fur et à mesure. C'est ça, l'information en continu. Aujourd'hui, tout ce qui va marcher dans la télé, c'est l'information en continu. Encore que l'information en continu, avec la qualité de l'Internet, vous pouvez suivre ça sur YouTube. Mais avec la radio, ce sera important d'être connecté pour avoir l'information en continu en temps réel. Parce que s'il y a une information choquante, s'il y a un scoop, et que vous êtes dans votre voiture, vous ne pouvez pas regarder le scoop sur YouTube. Vous pouvez l'écouter à la radio. Ça, c'est vrai, mais durant toutes ces années, depuis qu'on était tout petit, la crédibilité de l'information a toujours été attribuée aux médias classiques, aux médias traditionnels, comme tu le dis. Parce qu'il faut que des professionnels, des journalistes professionnels reprennent l'information, la traitent avant de la diffuser. Mais on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, l'opinion publique se forge en fait une opinion sur le buzz et beaucoup plus sur les tendances. Est-ce que tu ne penses pas qu'avec le temps, on va perdre la notion de vérité? Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ne sont pas des journalistes et qui sont suivies parce que ces personnes font l'information, c'est parce que des personnes amènent une variable dans la façon de traiter l'information. Et que la manière dont le problème de l'information, le problème de l'informateur, c'est sa crédibilité, sa technique de travail. C'est pas tant qu'ils disent la vérité ou pas. Si vous commencez à suivre un YouTuber, un influenceur, parce qu'il est crédible, le jour où il a un conflit d'intérêts, vous pensez qu'il sera encore crédible? Le jour où il tombe sur un dilemme, vous pensez qu'il sera crédible? On ne peut pas octroyer la crédibilité à tout vent. À tout le monde. Il faut donc qu'il y ait des gens qui soient consacrés par des institutions ou bien par des organisations comme étant des personnes crédibles pour traiter l'information. Parce que ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Vous allez suivre un YouTuber, oui, il fait des bonnes choses, il dit des bons trucs, oui, il est crédible, il va sur place. Parce que tu sais ce que les réseaux sociaux ont créé, que ce soit politiquement ou économiquement ou même socialement, partout dans le monde, pas uniquement chez nous. Pourquoi que quelqu'un ait un téléphone, une connexion Internet, il peut analyser ce qu'il veut, dire ce qu'il veut, produire les statistiques qu'il veut, avec énormément de followers sans que personne lui demande des comptes. Au début, il peut aller sur le terrain. Il va dire oui, c'est vrai, il va faire le maximum de sortir la vérité. Les gens vont voir, ils vont dire oui, le gars a raison. Il était sur place, on a vu, il a fait des vidéos, c'est crédible, c'est vrai, c'est pas des vidéos trafiquées. Il commence à avoir 10 millions de vues. Il commence à avoir 50 millions de followers. Il a l'argent qui rentre. Le jour où il tombe devant un dilemme, il va-t-il toujours être crédible? Pas sûr. Vous allez l'accuser de quoi? Il n'est pas un journaliste, il n'appartient pas à un média. Il n'est pas accrédité par une institution ou bien par un État. Il va nous emmener dans la boue. On n'a pas le choix. Ce qu'on doit faire, c'est de faire la pression sur des institutions crédibles, accréditées,
pour pouvoir avoir l'information, même si à des moments, ces institutions flanchent parce qu'elles sont détenues par des personnes influentes et puissantes, mais elles doivent rester comme telles. Pour faire le pont entre nos deux conversations, donc on parlait d'Urban FM et puis du coup on est rentré dans le débat des médias aujourd'hui et aussi des influenceurs. Il y a de plus en plus de médias aujourd'hui qui intègrent les influenceurs dans leur grille des programmes pour avoir un peu des médias hybrides, émissions live sur YouTube, collaboration avec des influenceurs, intégration, le podcast. Est-ce que de ton point de vue, cela peut devenir à long terme l'avenir d'Urban FM aussi? Bon, nous on est déjà une radio jeune. On est une radio jeune, donc on est une radio qui ne suit pas forcément les tendances, mais qui intègre des personnes qui sont capables d'emmener une plus-value à notre plateforme. Donc ça là, ça peut arriver, mais c'est ce que j'étais en train de t'expliquer. C'est ce que j'étais en train de t'expliquer en amont là, c'est-à-dire que si tu prends Urban FM, c'est une institution crédible, c'est une radio qui est crédible. Si tu prends un influenceur qui a lui aussi sa crédibilité, qui a son influence, qui a ses followers, on va s'échanger. Il va nous emmener ses followers, nous on va lui offrir notre crédibilité. Le jour où il y a le dilemme, on aura la capacité, lui et nous, de gérer le dilemme. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans une situation où il va dire, oui mais ça je parle pas de ça, on va lui dire non. Si c'est pour la radio, il faut que tu parles de ça. Ouais mais moi ça va me porter atteinte. Bah ouais mais si tu ne parles pas de ça, nous ça va porter atteinte à notre crédibilité. Donc tu vas parler. Ou peut-être on va se retrouver à un moment où on va se séparer. Voilà pourquoi il faut qu'à un moment les institutions crédibles suivent les influenceurs. Parce que ça peut jouer un jeu. L'influenceur peut partir en disant que Urban FM n'a pas voulu que je parle de telle chose. Sa crédibilité va augmenter. À cause du fait qu'il a mis en cause un établissement, une institution crédible. Nous aussi on peut se séparer en nous disant que cet influenceur, il n'a pas voulu être impartial sur telle situation. Il va perdre en crédibilité et nous, on va gagner. Donc, il y a un jeu d'échange qui est là, qui permet de faire en sorte que la vérité reste fixe. Aujourd'hui, le grand défi des nations, que ce soit le Gabon ou plein d'autres pays dans le monde, c'est comment captiver l'attention de la jeunesse. Je sais que tu es bien au fait de ça. Tu as des adolescentes comme enfants. Moi aussi, j'ai des nièces et tout. Nous tous, on a un peu des ados dans notre famille. Et quelque chose qui caractérise les ados, c'est le fait qu'ils scrollent constamment. Et la grande question, comment captiver l'attention d'une génération qui scrolle en continu? Surtout, bien entendu. Oui, mais ils ne scrollent pas pour scroller. Ils scrollent, ils passent sur des informations. Il faut regarder ce que les enfants... Est-ce qu'ils consomment vraiment les informations ou ils veulent juste perdre le temps? On passe d'une vidéo à une autre, on la monte et on la consomme machinalement. Oui, mais ils perdent du temps. Le propriétaire de l'application, il gagne. Il gagne l'attention. Le problème, c'est pas de... La radio ne scrolle pas? Non, la radio ne scrolle pas. Mais il faut regarder ce que les enfants scrollent. Il faut être avec eux quand ils scrollent. Il faut savoir ce que vos enfants regardent sur... C'est ce qui est bien avec les plateformes digitales, c'est-à-dire qu'on peut suivre les enfants, on peut les orienter, on peut les influencer, les parents, sur les contenus qu'ils regardent. Parce qu'en général, les enfants, ils regardent les contenus au début, dans l'enfance, ils regardent les contenus que les parents regardent. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils choisissent eux-mêmes. Mais si à la base, tout est déjà orienté, tout est déjà fixé, ça va aller tout droit. Ils peuvent, même nous-mêmes les grands, on scrolle. Mais on s'arrête sur des contenus intéressants qui sont nos centres d'intérêt. Il faut définir les centres d'intérêt des enfants. Il faut les aider à définir leurs centres d'intérêt. Une fois qu'on a aidé les enfants à définir leurs centres d'intérêt, ils vont eux-mêmes choisir ce qu'ils regardent sur les plateformes digitales. Et au fur et à mesure, ils font des analyses par rapport à ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui définit leur centre d'intérêt. Et non, mais il y a toujours du divertissement. On ne peut pas les éviter, le divertissement. Le public veut de plus en plus de contenu à la demande. Est-ce que tu penses que la radio... Je ne pense pas que c'est le public qui veut. Je pense que ce sont les médias mainstream qui influencent le public. Aujourd'hui, tout le monde veut le contenu à la demande. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux pour parler du Gabon, les différentes offres qu'il y a. Par exemple, pour avoir un abonnement Netflix, pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire, pour avoir des abonnements Prime Video. Tout le monde veut désormais quelque chose à la demande. Sauf que la radio ne propose pas du contenu à la demande. Est-ce que tu penses qu'avec le temps... la radio propose du contenu à la demande. La radio en 2025. Oui, quand mais la radio en 2025, ce n'est pas un émetteur et puis des antennes. Hein. La radio en 2025, c'est un studio. C'est des animateurs. C'est TikTok. C'est YouTube. C'est X. C'est Facebook.
c'est Instagram. C'est tout ça, ça constitue une Quand chaîne on de met le contenu sur ces plateformes-là, la question n'était pas véritablement adressée pour Urban, parce que Urban, tu l'as dit en introduction, l'a fait Non, depuis mais très il faut que longtemps. les gens prennent conscience de ça, parce que je suis en train d'installer une radio au moment où on est en train de faire ce podcast. Je suis en train d'installer une radio. Et puis, les gars, ils m'ont dit, oui, nous, il nous faut 2 studios. J'ai dit, OK, c'est bon, vous avez 2 studios, vous avez le côté technique et vous avez le côté des animateurs, mais le digital. J'ai visité Move Radio à Paris, à la maison de la radio. Leur plus grande salle, c'est la salle là où il y a le digital. C'est plein de jeunes. C'est plein de jeunes, il y a peut-être plus une vingtaine de personnes qui travaillent là. C'est plus important que le nombre d'animateurs, le nombre de techniciens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va faire une radio et puis on va se limiter juste à la diffusion et puis aux animateurs. Ça rentre en compte. Le digital est donc extrêmement important Ça pour un rentre média, en compte. pour une radio. Oui, pour une Mais radio. aujourd'hui, si... Petite projection, hein, ça c'est pas le cas. Mais si on te demandait si Urban FM devait basculer entièrement en digital, sans avoir sa fréquence FM, pour toi, ce serait un pari gagnant ou un risque un peu trop grand? Non, pour nous, pour nos États, non. C'est pas, la fracture numérique est encore trop énorme. Ça ne peut pas se faire. Et même dans les pays développés, hein, quand tu vas dans les pays développés qu'on a l'habitude de visiter... Quand tu dis ça, les fournisseurs d'Internet vont quand même dire que Urban FM, vous faites un peu de la mauvaise foi. Le Gabon est quand même bien positionné en termes de pénétration de l'Internet. Vous êtes parti la dernière fois en équipe à Mula. Vous avez vu que beaucoup les jeunes ont Internet. C'est pas une affaire des distributeurs d'Internet, c'est une réalité qui est là. La radio, c'est un média qui doit arriver dans les foyers. Internet arrive dans les foyers, mais c'est individuel. Parce que dans le foyer, chacun a son abonnement? Non, son appareil. Donc, c'est-à-dire que chacun regarde un contenu différent. Mais quand la radio arrivait dans les foyers au début de son existence, c'était pour tout le foyer. Voilà pourquoi on disait que c'était un outil dans le foyer. C'était pour tout le foyer, c'est-à-dire que si on regarde un match, tout le foyer écoute le match à la radio. Quand la télé aussi est arrivée, quand on regarde la télé, tout le foyer regarde la télé. Le papa, mais pourquoi on a une grosse culture, nous, notre génération? C'est parce qu'on était obligé de regarder le journal avec le boss, vrai. En entendant les dessins animés. Le boss, il connaissait les dessins animés, pourquoi? Parce qu'en entendant le journal, il regardait ce que nous on regarde. Donc quand il te met une gifle, il te dit que oui, quand c'est pour regarder Goldorak, tu es fort. Il connaît Goldorak comment? Parce qu'on était tous assis devant le petit écran pour regarder la télé. Aujourd'hui, Internet arrive, oui, et puis il donne le Wi-Fi à chacun dans la maison. Et puis toi, tu regardes Ladybug, l'autre regarde... avec ses écouteurs. Ouais, National Geographic. Et voilà, chacun a ses écouteurs et on ne discute même pas. Voilà pourquoi il y a certains foyers qui demandent à ce que les moments comme le dîner ou bien le déjeuner, tout le monde dépose son appareil pour se consacrer à quelque chose de familial. Mais la télé n'est plus un élément familial. Dans le foyer, c'est fini. Aujourd'hui, les annonceurs, pour rester toujours dans le cas de la radio et pour parler un peu d'une ère de la guerre, les annonceurs préfèrent aujourd'hui les influenceurs et le digital. Comment est-ce qu'Urban FM s'adapte à cette réalité? On propose des contenus différents. On propose des contenus adaptés puisqu'on est aussi à fond sur le digital. Donc, hormis la fréquence, on offre aussi notre plateforme digitale aux annonceurs pour être à la page, en fait. Face aux nouvelles habitudes donc des annonceurs qui préfèrent le digital, est-ce que tu dirais que la publicité radio est encore un modèle économique solide aujourd'hui? Oui, la publicité radio est un modèle économique solide. Parce qu'il y a des moments où l'auditeur est à la radio, il y a des moments où il ne peut pas l'être. Parce que le problème avec l'Internet, c'est que l'Internet à 90% est visuel. Et donc, c'est 90% de ton attention. Mais tout le monde ne peut pas garder 90% de son attention. On ne va plus rien faire. On ne va plus rien faire. Oui. Donc, en activité, on peut toujours avoir comme alternative la radio. Et c'est là la force de la radio. Dafouaj, parlons d'intelligence artificielle cette fois-ci. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de créer des voix, de créer des images, de monter même des vidéos, tout ça, faire des émissions, tout créer en fait artificiellement. Pour toi, est-ce que c'est une révolution ou tu verrais ça beaucoup plus comme un danger pour les créateurs de contenu et les médias?
Non, l'intelligence artificielle est venue ajouter quelque chose de beaucoup plus essentiel dans la recherche. Le problème avec l'information, c'est le traitement. Le traitement. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle apporte des outils aux hommes des médias pour traiter rapidement l'information. D'accord. Surtout qu'il y a une diversité d'intelligence artificielle, donc on peut avoir la facilité de comparer les informations grâce aux outils que nous offre l'intelligence artificielle. C'est vraiment un plus. Quand on a un background solide dans les métiers de l'information et dans les métiers des médias, c'est vraiment un plus. Il ne faut jamais voir ça comme un danger. Oui, peut-être dans le domaine des voix, mais ça c'est du domaine de la publicité par exemple. Ça ne concerne pas trop la radio, c'est un autre monde, c'est le monde de la communication qui n'a rien à voir avec le monde des médias. C'est complètement différent. Mais dans la capacité de traiter les informations, dans la capacité de faire du découpement historique, l'intelligence artificielle va apporter un plus. Et les médias doivent s'arrimer à cet outil qui est en train de venir améliorer le quotidien des gens. Et parlant des médias, aujourd'hui, les radios et les podcasts peuvent déjà utiliser des voix virtuelles, des animateurs virtuels. Nous, on avait un animateur virtuel Justement, qui s'appelait Moussavo. Et je m'apprêtais à poser cette question. Est-ce que tu envisages une matinale ou une émission entièrement faite, pas une rubrique, mais toute une émission entièrement faite par une intelligence artificielle? Peut-être une chronique. On va relancer notre chronique avec Moussavo. Améliorer un peu le style, voir ce que les intelligences artificielles nous apportent en termes d'amélioration de voix. Mais ce serait bien d'avoir une intelligence artificielle qui participe à une chronique chaque matin dans le Da Fresh Morning. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut créer aussi des deepfakes, malheureusement, des deepfakes audio, des fake news ultra, méga, giga réalistes que certains médias, d'ailleurs traditionnels, relaient. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les médias ont la force de contrer cette menace? Avec les intelligences artificielles, on peut détecter les deepfakes, on peut détecter les fausses informations, on peut traiter les fausses informations, on peut les analyser et savoir que c'est vraiment des fausses informations. C'est ça le truc que je dis. L'intelligence artificielle apporte son mauvais côté, mais l'intelligence artificielle apporte aussi son bon côté. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui traitent les informations rapidement. Mais il faut toujours avoir des médias mainstream parce que les médias mainstream envoient des êtres humains vivants sur le terrain. Ouais. Et là, ça ne peut pas mentir. C'est ça le plus important. L'individu, le spécialiste va sur le terrain. Grâce à l'intelligence artificielle, il améliore le traitement de l'information et il l'envoie à la base qu'il diffuse. Ce sera comme ça que ça va fonctionner. Mais on ne va pas fonctionner rien qu'avec l'intelligence artificielle. Et tu es assis là et puis tu te dis que bon, ouais, l'intelligence artificielle va tout faire. Non. Pour analyser, comme je disais au début de notre podcast, pour analyser l'information d'Awenje, il faudra bien qu'elle soit digeste. Il faudra que l'intelligence artificielle t'aide à faire un texte, à trouver des bons mots. Ça optimise le travail, oui. D'accord. Aujourd'hui, si on te demandait d'expliquer un petit peu, justement, parlons d'optimisation du travail, s'il s'agit pour toi d'expliquer comment l'intelligence artificielle optimise le travail à Urban FM, peu importe les catégories, parce que ce n'est pas juste la voix qu'on écoute à la radio, Urban FM dans les différents métiers, tu dirais quoi? Comment est-ce qu'on l'utilise ici? En général, on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les contenus. Pour analyser les signaux audio, on utilise des intelligences artificielles pour améliorer le signal audio. Par exemple, dans le traitement des voix qui vont constituer des textes de communiqué ou bien des textes de jingle, on utilise des intelligences artificielles. On utilise l'intelligence artificielle dans la recherche de l'information pendant qu'on est en train de faire des émissions parce que c'est rapide. Quand on a une information, on veut discuter par exemple sur les Grammys et puis on va te dire que ouais, Beyoncé elle a 60 Grammys. Non, tu vas utiliser l'intelligence artificielle qui va te dire qu'effectivement Beyoncé est la seule femme qui a de Grammys, mais c'est pas 60, c'est 34 ou 35, tu vois. Donc ça permet de travailler rapidement, d'avoir des références bibliographiques et informatives rapides. Et puis ça nous accélère aussi la façon de travailler. Dernière question sur l'intelligence artificielle. Malheureusement, l'algorithme et l'intelligence artificielle aujourd'hui sont ceux qui décident de ce qu'on consomme, de ce qu'on voit lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. Et là, c'est la partie digitale d'Urban FM. À quel point Urban FM est
impacté par ces choix. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, par exemple, ce que tu vois, ce que tu likes, et ainsi de suite, c'est l'algorithme qui décide de te les envoyer. Est-ce que tu n'en as pas peur? Est-ce que tu n'en as pas peur et à quel point... Avoir peur comment? Dans quel sens? Avoir peur parce que la personne qui maîtrise l'algorithme maîtrise d'une certaine manière... La personne qui maîtrise l'algorithme, il veut avoir l'argent. Oui. Si tu payes, il décide à l'algorithme de te mettre en avant. Notre Instagram n'est pas trop mis en avant à cause de ça. Il faut payer. Au début, les gars, ils ont fait croire aux gens que non, laissez les médias mainstream, venez communiquer sur les plateformes digitales. Paye une campagne de communication sur un site connu comme Le Figaro ou bien Le Monde. Et puis, viens demander à Urban FM le budget de ta campagne de communication. Mais tu vas claquer des millions là-bas. Des millions d'euros. Mais ils n'ont qu'à regarder le livre diffusé par le CSA sur les revenus publicitaires en France. Vous allez voir que les prix de la publicité sur les plateformes des grands journaux qui sont mainstream à la fois sur le digital, mais c'est énorme, c'est cher. Donc pour être vu, il vaut beaucoup plus payer. Mais c'est un principe, qu'on soit sur des médias mainstream comme la radio et la télé, ou qu'on soit sur le digital, c'est un principe. Plus tu payes la promotion, plus tu es mis en avant. Il n'y a pas la magie dedans. Il y a des gens qui disent, oui, on va communiquer sur Facebook. Mais si tu ne sponsorises pas le contenu que tu as mis sur Facebook, personne ne le verra. Mais il faut que les gens arrêtent de croire à ça, c'est faux. Parce que les mêmes gens qui sont propriétaires des médias mainstream, ils sont aussi actionnaires sur les plateformes digitales. Il faut bien le regarder. Vous savez bien que Jeff Bezos est le propriétaire du Washington Post. Donc, vous pensez que c'est un gars qui a un problème d'argent? Si vous voulez vous mettre en avant sur le Washington Post, vous allez payer autant que si vous payez sur la NBC ou bien la ABC. Ce seront approximativement les mêmes montants. Et je parie que là-bas, ce sera encore plus élevé. Parce que là-bas, l'information touche direct l'individu, l'utilisateur. Donc, vous voyez que si on ne paye pas, on n'a pas la promotion qui va avec. C'est clair. Et d'un point de vue économique, je pense que plein de personnes ont toujours cherché à avoir Dafresh en interview. D'ailleurs, merci d'avoir accepté pour te poser certaines questions. Sur un point de vue économique, gérer une radio indépendante telle que la nôtre, est-ce que c'est un modèle viable ou, en toute honnêteté, c'est une lutte permanente? Ça fait 14 ans maintenant. C'est comme toutes les entreprises, hein, c'est une lutte permanente. Il faut fighter au quotidien. Il n'y a pas un modèle, c'est peut-être pas comme l'immobilier ou bien, je ne sais pas quoi dire, ou bien les hydrocarbures. C'est un modèle permanent de fight parce qu'on est dans l'éducation, le divertissement et l'information. C'est au quotidien que le combat se fait. Ça ne se fait pas une fois et puis on reste assis et puis on dit que l'argent tombe. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut charbonner de jour en jour, apporter des innovations, être à la pointe de la technologie et comprendre ce que les auditeurs veulent. Et les annonceurs. Ça. Oui, les annonceurs. Un jeune qui veut se lancer dans la radio aujourd'hui, selon toi, il aurait besoin de quoi? Est-ce que tu dirais qu'il aurait besoin de talent, de budget ou juste de beaucoup de se lancer dans la radio, comment être animateur ou bien créer une entreprise? Être animateur, en fait, tous les différents métiers de la radio, il peut être animateur, il peut aussi être au montage avec Fallon il faut être formé, avec Pharaon. Il faut être formé, c'est tout. Il faut juste, pour toi, le point important, c'est la formation. Il faut qu'il soit formé, il faut qu'il ait des aptitudes. Et se former où, Dafresh? Au Gabon? Tu parles du Gabon? Oui, là, je parle du Gabon. Un jeune qui veut se lancer dans la radio, parce que c'est la question qui se pose souvent. Ils sont nombreux. Moi, j'ai envie de travailler à Urban FM et tout. Qu'est-ce qu'il faut? Ça dépend de ce que tu veux faire à Urban FM. Si tu veux être animateur, il faut être cultivé. Il faut avoir un minimum de background. Il faut avoir fait l'école. Tu vas venir parler au micro, il y a des gens qui vont t'écouter. C'est chaud. Les l'huile, les trucs, ça passe pas. Ouais, ça, c'est pas bon. Il faut avoir une formation, il faut avoir une culture, il faut savoir ce que tu veux faire, il faut savoir si tu es passionné parce que la radio, c'est un métier de la passion. Est-ce que tu rajouterais il faut avoir une aptitude? Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un qui disait ça. Oui, j'ai dit qu'il faut avoir des aptitudes. Oui, il y a quelqu'un qui disait ça dans une interview. Ah oui, c'était le capitaine qui nous parlait de son expérience quand il était aux États-Unis, qui disait que s'il repartait en arrière, il aurait appris la plomberie ou même la maçonnerie. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes négligent, tu sais, les petites activités, faire un petit montage sur CapCut. Regarder un petit peu le son, voir comment on charge des fichiers sur YouTube et ainsi de suite. Il sait pourquoi le capitaine il vit aux États-Unis. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il aurait appris la plomberie. Parce que c'est un truc qui paye là-bas, mais énormément.
La dernière fois, il y a un jeune qui est venu des États-Unis pendant la Covid. Il s'était assis là. Il a un RAM. Tu connais le RAM, la grosse voiture américaine. Et il fait le nettoyage des maisons en l'absence des propriétaires. Il se fait en moyenne 5 à 600 dollars par jour. Les jours où il travaille. Il me dit même qu'il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler. Je peux faire peut-être 2 ou 3 ou 4 maisons. Je me fais mes 300 dollars et puis je suis au calme. Il faut juste que je complète mon salaire, mes revenus du mois pour que je puisse payer mes charges. Et puis c'est bon, quoi. Le reste, c'est pour mon divertissement. Plombier, mais c'est des métiers qui rapportent. C'est que la majorité des maisons aux États-Unis ont le tapis. Ils construisent pas comme nous. Donc, ils n'ont pas la dalle. Ils ont le plancher. Donc, si tu habites en bas et que l'autre habite en haut, pour que tu ne fasses pas du bruit quand tu marches, ils ont un tapis qu'ils mettent dans des maisons. Et le tapis, il faut le nettoyer. Hein? Peut-être 3 ou 4 fois par mois. Donc, imagine si tu as 10 maisons à nettoyer comme ça. Mais tu te fais du fric. L'important, c'est toujours avoir une petite Donc, il faut avoir... En fait, quand tu as un métier, oui. Tu peux pas. Quand tu as un métier, si tu es dynamique, tu peux pas galérer, même si tu es cordonnier. Une fois que tu as le métier dans tes mains, tu vois. Projetons-nous 5 ans plus tard. Selon toi, une fois que tu as fermé les yeux et que tu essaies de visualiser Urban FM dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera? Ce sera toujours une radio. Ce sera une radio avec une grosse portée digitale désormais. Ouais. Ou est-ce même si on reste Calibreville, sans émettre dans les provinces, avec l'évolution des technologies, je pense plutôt à la production des contenus. D'accord. Ça, c'est vraiment... Ce sera ça l'avenir. Il faut produire des contenus pour le digital, pour que quel que soit l'endroit dans le monde, on puisse avoir accès aux contenus d'Urban FM. Si je te demandais aujourd'hui, après 14 ans, quel est le plus grand défi d'Urban FM, tu répondrais? Exister. Parce qu'on dit que beaucoup des entreprises meurent après 2 ans. Si on a fait 14 ans, c'est que c'est un effort considérable. Est-ce que tu en es fier? Oh, je ne suis pas seul dedans pour être fier. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'aventure Urban FM. C'est à eux qu'il faut demander. Parce que moi, je vois ça comme une émanation de mon dynamisme. Donc, ce n'est pas un truc extraordinaire, genre... non, il y a des trucs extraordinaires qu'on aurait pu faire, autres trucs extraordinaires qu'on aurait pu faire. On a juste mis du dynamisme, du sérieux dans la manière de travailler. Beaucoup de jeunes pourraient faire comme nous, s'ils auraient respecté ces règles-là. Être dynamique, être sérieux au travail et discipliné. C'est tout ce qu'il faut faire. Dernière question, beaucoup de personnes se la posent souvent. Quelle est la recette? Tu l'as un petit peu dit. Quelle est la recette de la réussite d'Urban FM? Et je vais... creuser encore un petit peu la question. Si aujourd'hui tu devais donner un conseil à un média, que ce soit un média en ligne, que ce soit une radio, que ce soit une télé au Gabon, qui a envie de survivre à l'ère du numérique, qu'est-ce que ce serait? Étape par étape, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ah, mais c'est compliqué, chacun a ses objectifs. Suivant ton expérience et ta recette, c'est toi le magicien. Mais il faut d'abord avoir le sens de l'innovation, hein. Il faut avoir le sens de l'innovation parce que c'est un produit qui existe depuis des années, la radio. On est en février, le 13 février, là, il y aura la journée internationale de la radio. Donc, les gens vont revenir sur l'historique de la radio dans le monde, ce que la radio a fait de bien, ce que la radio a fait de mal, ce que la radio a apporté des gens. Les grands pays aujourd'hui qui sont à fond dans le digital, mais à 100% dans le digital, n'hésitent pas à miser sur la radio. On a reçu un homme ici en 2016, un Américain, qui a son actif à plus de 500 radios. Digital et puis analogique, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est toujours là, qui est toujours au quotidien dans la vie des gens. Il faut vivre l'évolution des gens. Il y a des gens qui t'écoutent. Quand on a créé Urban FM, ils avaient 1 an. Aujourd'hui, ils ont 14 ans. Dans 5 ans, ils auront 19 ans. Ainsi de suite. Tu vois, ils vont grandir avec un média qui va partager le quotidien avec eux. La radio, c'est la vie. C'est la vie des gens qui sont à l'intérieur. Il faut que les personnes qui sont à l'intérieur aient des attitudes qui démontrent qu'elles accompagnent les auditeurs au quotidien. C'est ça l'important. Il faut qu'elles suivent la vie des gens. Il faut qu'elles suivent la vie de la société. Il faut qu'elles comprennent les attitudes des communautés. Il faut qu'elles analysent les comportements des politiques. Il faut qu'elles analysent les comportements des acteurs de l'éducation. Il faut qu'elles soient là pour comprendre comment le milieu artistique et le milieu culturel évoluent. Ça, c'est important. Oui. Il faut suivre ça. Il faut un vrai leader au sein de l'entreprise qui ne travaille pas tous les jours, mais qui accompagne. Parce que le leader, il ne doit pas travailler. S'il travaille, il perd la ligne.
qui accompagne le média dans sa vision, qui capte les éléments qui sont importants, qui les ramène et permet à son équipe de transformer ces éléments pour servir ça aux auditeurs. Voilà, ça doit être une référence dans la vie des gens. C'est important. La radio, elle a beaucoup de vie. Quand moi je voyage, quand tu fais de l'aéroport à où tu pars, mais le gars qui te conduit, il écoute la radio. Et puis un gars va venir te dire ici au Gabon, oh non, la radio, oui, c'est quelque chose qui ne peut plus marcher. Parce qu'eux, ils n'y croient pas. C'est ça le problème. Si c'était quelque chose qui ne marchait plus, aujourd'hui par exemple, nous on a fait l'IBC deux fois à Amsterdam pour aller voir l'évolution des techniques des broadcasts. Parce que là-bas, c'est vraiment les techniques et les technologies de broadcast. Comment les gens développent le milieu du broadcast. Ceux qui ne comprennent pas le broadcast, c'est la radio. Hein. C'est-à-dire la diffusion, envoyer un signal d'un point A à un point B. C'est un peu ça. Mais quand je dis que les fabricants d'émetteurs vont disparaître, pas qu'ils vont disparaître, ils ont commencé à se reconvertir dans d'autres choses. C'est important parce qu'ils ont compris que l'émetteur télévisé n'est plus le principal transporteur du signal audiovisuel. Aujourd'hui, on a l'Internet. Parce que quand vous regardez Netflix, chez vous à la maison, c'est pas un émetteur télé qui vous envoie le signal de Netflix. Non. C'est un petit câble RJ45. Débranchez-le. Donc, ça veut dire que le RJ45, il transporte le son et l'image. Exactement. Et d'autres informations. C'est ça le digital aujourd'hui. Donc, pour quelqu'un qui veut réussir dans la radio, doit prendre en compte ces éléments-là. Avoir des équipes formées. Parce que nous, on n'a pas des équipes formées, on a des équipes qu'on a formées en interne. C'est la chance qu'on a eue. Et des gens honnêtes. Oui, et des gens honnêtes. Mais il faut les suivre. Parce que tout le monde n'est pas honnête dans la vie. Il y a des gens qui prennent le tournant. Ceci n'est pas une question. Dafresh, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Tu as l'occasion de t'adresser à la fois aux auditeurs qui suivent ta radio depuis 14 ans, mais aussi aux autorités. C'est l'occasion qu'on donne aux invités que nous avons ici. Si tu as un message à leur faire passer. Et la dernière catégorie que j'ai choisie pour toi, c'est les entrepreneurs. Tu es un entrepreneur dans un pays où, au-delà des 2 ans, tu as pu emmener ton entreprise jusqu'à 14 ans. Est-ce que tu as un message à ces différentes catégories? Bon, pour les auditeurs. Pour les auditeurs, il faut qu'ils continuent à écouter la radio, c'est important, parce que s'ils n'écoutent pas la radio, ça n'aura plus la vie que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a une panne d'Internet, ça se ressent rapidement, parce que quand je fais le Dafresh Morning et qu'il y a une panne d'Internet, les auditeurs envoient des WhatsApp pour dire qu'ils n'arrivent pas à écouter la radio. Donc, ça veut dire que beaucoup d'auditeurs écoutent la radio sur les plateformes digitales. Donc, notre présence doit toujours être constante dans ce domaine-là. Ça, c'est important. Et donc, on fait des efforts au quotidien pour que la radio continue à exister sur les plateformes digitales. Ça, c'est vraiment important. Donc, les auditeurs, n'aient pas peur de basculer sur les 2 plateformes parce que les contenus seront toujours présents et la diffusion sera toujours effective. Le message aux entrepreneurs. Aux entrepreneurs, il faut qu'ils soient dynamiques. Il faut qu'ils comprennent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir une vision, qui doit avoir des ambitions, et qui doit avoir le sens de l'innovation, mais qui doit avoir un métier. C'est important. C'est vrai que moi, je n'ai pas été formé dans la radio, mais c'est peut-être quelque chose que j'ai acquis parce que mon père, il était un inspecteur des PTT et des LOPT. Donc, on va dire peut-être sur les plans que des trucs qu'on ne maîtrise pas, j'ai hérité de ça. Ma manière de comprendre comment les appareils fonctionnent, c'est quelque chose que j'ai... Parce que je démontais beaucoup les appareils. Hein. Je confirme. Il y a plein d'appareils qui en ont pâti ici. Je démontais beaucoup les appareils pour comprendre comment ça fonctionnait. Je me suis fait électrocuter plusieurs fois. Parce que quand je voyais un appareil, je me demandais, mais comment ça fonctionne? Tu vois? Et en dernier, ton message aux autorités? Les autorités, ils doivent investir sur les médias mainstream. Parce que c'est des médias qui ne vont pas disparaître. C'est vraiment... Mais ils ont la preuve aujourd'hui, quand tu regardes Gabon Première, tu vois qu'avec le journal de 20h, tu vois le nombre de streams. Oui. C'est des chiffres importants. Imagine s'ils améliorent la qualité, s'ils donnent l'opportunité à toutes les entreprises des médias de s'investir dans ce domaine. L'État doit... Normalement, les médias, c'est du domaine de l'État. Surtout les médias comme les médias faisant partie de l'audiovisuel. Parce que c'est eux qui nous donnent les fréquences, c'est eux qui nous donnent l'autorisation de diffuser, c'est eux qui nous donnent les accréditations. C'est pas pareil comme les médias en ligne. C'est pas pareil. Aujourd'hui, tu peux faire ta télé en ligne. Tu n'as forcément pas besoin
de toutes ces autorisations. Sauf à un moment, quand ça va grandir, l'État va te dire que bon, tu es déjà trop influent, il faut que toi et moi, on s'arrange. Ça, c'est important. Donc, ils doivent comprendre que c'est de leur domaine régalé. Ils doivent accompagner les médias. C'est important. D'accord. Dafresh, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de notre podcast. Urban FM, c'est bien plus qu'une radio, c'est une identité, une culture, une voix qui résonne depuis 14 ans dans le paysage médiatique gabonais. Mais à l'heure où les écrans dictent le rythme et où l'audio se consomme autrement, le défi est clair. Innover sans se régner, évoluer sans se perdre. Dafreshman et toute l'équipe, y compris moi, nous réécrivons les codes d'un média en perpétuelle mutation, prouvant qu'au-delà des fréquences, c'est l'engagement, la vision et l'authenticité qui font la différence. Car tant qu'il y aura des histoires à raconter, des vérités à partager et des voix à faire entendre, Urban FM aura toujours sa place. Un grand merci à l'équipe technique qui rend cette émission possible, à Serge Kofi à la réalisation et à la supervision générale, à Fallon Ndambo et Ivanov Alonda pour leur travail essentiel. En coulisses, Conversation avec est à retrouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. À la semaine prochaine.